Amateurs de frissons, bienvenue dans cette nouvelle compilation d'histoires d'horreur. Je vous propose de découvrir 1 heure de récits horrifiques qui peuvent vous accompagner en fond dans vos tâches quotidiennes ou pour vous aider à vous endormir pour les plus téméraires d'entre vous. Il s'agit d'une compilation des précédentes histoires que je vous ai racontées sur la chaîne. Certaines sont de l'ordre du paranormal et de la fiction et d'autres des témoignages réels. Avant de vous plonger dans cette atmosphère de frissons, je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez découvrir d'autres récits terrifiants. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute, n'hésitez pas à éteindre vos lumières et porter un casque pour vous plonger dans l'ambiance. Bon visionnage à vous. Bastien sentit un frisson parcourir son échine lorsqu'il rencontra Thomas pour la première fois, leur destin scellé par une assignation aléatoire de colocataires lors de leur première année à l'université. Rien ne semblait suspect chez Thomas à l'époque. Il sortait tard dans la nuit, mais Bastien pensait que c'était simplement qu'il s'amusait avec des amis. Rien d'inhabituel après tout. Ils passèrent 4 semestres sur le campus, soit 2 longues années. Durant tout ce temps, Thomas ne sembla jamais particulièrement étrange à Bastien. Peut-être quelques bizarreries ici et là, comme le fait qu'il ne remplissait jamais le mini-frigo de nourriture, mais rien qui ne justifiait une véritable inquiétude. Ce n'est que lorsqu'ils déménagèrent dans un appartement que les choses commencèrent à prendre une tournure sinistre. Bastien emménagea environ 1 semaine après Thomas, quelques jours avant le début des cours. Il aurait dû arriver en même temps, mais la mort de sa tante l'obligea à régler certaines formalités avec son père. Cela aurait pu le retenir plus longtemps, mais le début du semestre était imminent. Mais cela n'avait plus d'importance. Ils visitèrent l'appartement ensemble au début, et il semblait plutôt agréable et confortable. Pas exactement luxueux, mais suffisamment abordable pour valoir le coup sans éveiller de soupçons. Aucun d'eux n'avait de raison de se plaindre. Mais lorsque Bastien put enfin emménager, l'endroit semblait avoir changé, comme altéré par une force invisible, assez pour qu'il le remarque immédiatement. La peinture s'écaillait à certains endroits de manière alarmante, un détail que Thomas semblait avoir complètement ignoré lorsque Bastien lui en fit la remarque. Les planchers semblaient en bon état pour la plupart, mais certaines planches émettaient un sinistre grincement, bien plus fort que lors de leur visite initiale. Encore une fois, assez pour le déranger, et toujours pas assez pour que Thomas s'en soucie. Et puis, il y avait la serrure de la chambre supplémentaire, celle de Bastien, brisée. Un problème difficile à résoudre avec un budget étudiant. Bastien questionna Thomas à ce sujet, cherchant une réponse satisfaisante. Mais il ne reçut qu'un haussement d'épaule en réponse, suivi d'un « je n'ai pas remarqué ». Mais bon, peu importe. Bizarre, mais probablement pas une grosse affaire, mis à part la perte de leur dépôt de garantie. Ça n'avait aucune importance. Du moins, c'est ce que Bastien s'efforça de se convaincre. Les ombres s'étendaient dans l'appartement, leurs bras ténébreux caressant les murs décrépits. Les planchers, autrefois stables, semblaient désormais être le théâtre d'une sinistre symphonie, chaque planche émettant un grincement lugubre alors que Bastien marchait. Il avait ignoré ces avertissements silencieux lors de leur première visite, mais maintenant, ils résonnaient dans son esprit comme des échos de l'au-delà. Thomas, autrefois simplement un camarade de dortoir, avait été transformé par les ténèbres de cet appartement maudit. Maintenant, il se tenait là, une ombre parmi les ombres, observant Bastien avec un regard dénué d'humanité. Ses paroles étaient des murmures confus, n'émergeant que pour réprimander Bastien sur la propreté ou sur son silence. Autrefois, dans leur dortoir, Thomas était légèrement obsessionnel sur la propreté. Mais maintenant, dans ce lieu imprégné de malaise, sa manie était devenue une obsession terrifiante. Il ne tolérait rien de moins que la perfection, jetant même les possessions de Bastien dans un accès de rage irrationnel. Un simple chargeur de secours qui traînait, un objet insignifiant aux yeux de Bastien, avait été jeté dans la poubelle. Bastien frissonna alors que les lumières vacillaient, révélant les véritables intentions de Thomas dans l'obscurité oppressante de cet appartement hanté. Les questions sans réponse tournaient dans son esprit tourmenté alors qu'il se rendait compte que quelque chose de bien plus sinistre se cachait derrière les murs décrépits. La raison de cette transformation diabolique de Thomas restait insaisissable. Mais dans l'obscurité suffocante de cette nuit sans fin, Bastien savait qu'il devait l'affronter, ou être condamné à jamais à errer dans les ténèbres de cette demeure maudite. Un silence oppressant régnait désormais dans l'appartement, brisé uniquement par le grincement lugubre des planches sous les pieds de Bastien. Thomas, autrefois tolérant envers les bruits de son colocataire, s'était transformé en une figure sombre, réprimant violemment chaque son qui troublait son sanctuaire macabre.
Ses accès de colère, autrefois rares, éclataient maintenant comme des tempêtes infernales, secouant les murs de l'appartement de leur furie démoniaque. Bastien, troublé par cette transformation terrifiante, osa à peine respirer de peur de déclencher la colère de Thomas. Son propre jeu silencieux ne fit que nourrir les ténèbres grandissantes qui enveloppaient leur demeure autrefois paisible. Et puis vint l'affront ultime. Bastien, dans un acte de pure innocence, entreprit de nettoyer le réfrigérateur, ignorant le mal tapi dans l'ombre. Mais ce qu'il trouva à l'intérieur ne relevait pas de la simple négligence. Non, c'était une manifestation de l'horreur elle-même. Les aliments de Thomas, soigneusement étiquetés, semblaient cachés parmi les ombres glacées du congélateur. Bastien, ignorant le pressentiment qui le nouait à l'estomac, les sortit pour les nettoyer. Mais alors que ses mains frôlaient les emballages, une puanteur âcre s'échappa, imprégnant l'air de son haleine putride. Bastien retint un haut-le-cœur, ses sens assaillis par l'odeur de la mort elle-même. Il referma précipitamment la porte du réfrigérateur, frissonnant d'horreur alors que l'étreinte du mal se resserrait autour de lui. C'était un avertissement, une menace voilée dans les ténèbres de leur demeure. Bastien, le cœur battant la chamade, osa enfin affronter Thomas, réalisant que derrière son masque d'indifférence se cachait un abîme de terreur indicible. Et dans cet enfer obscur, Bastien savait qu'il était seul, confronté à un mal qu'il ne pouvait comprendre, ni même peut-être vaincre. Dans la lueur froide et pâle du réfrigérateur, une parcelle de ténèbres s'insinuait. Un morceau de viande enveloppé dans un film alimentaire serré, semblant encore palpitant de vie, éveilla l'attention de Bastien. Un frisson d'appréhension glissa le long de son échine alors qu'il se penchait pour inspecter la sinistre trouvaille. Déballant prudemment la viande, un relent âcre et putride s'échappa de l'obscurité, empoisonnant l'air de son haleine pestilentielle. Bastien, frissonnant d'horreur, se rendit compte que ce n'était pas l'odeur de la pourriture de la viande qui le faisait reculer, mais plutôt l'odeur de la mort elle-même. Alors qu'il s'apprêtait à examiner davantage ce mystère morbide, une présence sinistre se matérialisa dans l'embrasure de la porte. Thomas, les yeux empreints d'une folie insondable, réclamait sa propriété avec une ferveur presque animale. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable alors qu'il arrachait la viande de la table, la réemballant dans une danse macabre de déni et de désespoir. La confrontation qui suivit était chargée de tension, le souffle de la mort flottant dans l'air comme un présage sinistre. Bastien recula, le cœur battant la chamade, tandis que Thomas proclamait son régime avec une véhémence terrifiante. Mais sous la surface, une vérité sombre et insidieuse semblait se dissimuler, attendant d'être dévoilée. Alors que Thomas se retirait dans l'obscurité de sa chambre, laissant Bastien seul avec ses sombres soupçons, une inquiétude grandissante s'installa dans l'esprit tourmenté de Bastien. Des questions sans réponse tourbillonnaient dans sa tête, alimentant ses doutes et ses craintes alors qu'il se demandait ce qui se cachait derrière le voile de terreur qui enveloppait son mystérieux colocataire. Dans l'obscurité glaciale de l'appartement, Bastien se lançait dans une quête clandestine pour percer les sombres mystères qui entouraient son colocataire. Il n'était pas un détective de l'occulte, mais la méfiance grandissante lui avait ouvert les yeux sur des vérités inquiétantes qui se dissimulaient sous la surface. Les indices, aussi minces soient-ils, s'accumulaient de manière sinistre. Les planches grinçantes, telles une sinistre symphonie de malheur, semblaient converger vers la chambre de Thomas, comme des sentinelles muettes protégeant un sombre secret. Son comportement furtif, ses allées et venues furtives, résonnaient comme des échos inquiétants dans l'esprit tourmenté de Bastien. Et cette odeur putride, empoisonnant chaque bouchée de nourriture étiquetée, évoquait le spectre de la mort elle-même. Armé de courage et de curiosité morbide, Bastien entreprit une enquête clandestine, déterminé à révéler les sombres vérités cachées sous le vernis de la normalité. Lorsque Thomas était absent, il se glissa dans l'ombre de la chambre, levant le voile de l'obscurité pour révéler les secrets tapis dans les recoins les plus sombres. Et là, dans l'obscurité oppressante, il découvrit l'outil du crime. Une scie à main, témoin silencieux des horreurs qui se déroulaient sous leur toit. Une tache rougeâtre, telle une marque de damnation, souillait son innocence, incitant Bastien à reculer dans l'horreur et le doute. Déterminé à démêler les fils du mystère, Bastien mit en place une stratégie risquée. Une vieille caméra vidéo, cachée dans les ombres, devenait son allié dans cette lutte contre l'obscurité. Et alors que la nuit avançait, la caméra enregistrait, capturant chaque mouvement furtif, chaque frémissement de l'horreur rampante. Le lendemain, dans l'angoisse palpitante de l'attente, Bastien récupéra la caméra, ses doigts tremblants d'anticipation. Et lorsque les images s'animaient sur l'écran, révélant les horreurs qui se déroulaient sous son toit, il savait que rien ne serait plus jamais pareil.
La lueur sinistre de la caméra révéla des secrets impensables, des horreurs cachées dans les replis obscurs de leur appartement. Bastien regarda, impuissant, alors que les images défilaient, révélant lentement la véritable nature de son colocataire. Thomas, tel un spectre silencieux, évoluait dans l'obscurité, ses mouvements dépourvus de toute émotion humaine. La scie à main, symbole macabre de ses ombres dessins, apparaissait et disparaissait comme un spectre dans la nuit. Et puis, le pire des scénarios, une femme, une innocente, piégée dans la toile ténébreuse de la machination de Thomas. Un cri déchirant, une symphonie de terreur fendit l'air, marquant le point de non-retour dans l'abîme de l'horreur. Bastien, le cœur martelant sa poitrine, assista avec effroi aux détails macabres qui se déroulaient devant lui. Les jambes de Thomas, témoin muet de ses actes impies, se déplaçaient dans une danse macabre entre la cuisine et la chambre, apportant et emballant des morceaux de chair avec une indifférence terrifiante. Terrorisé par la réalité cruelle qui se déployait devant lui, Bastien ne pouvait détourner le regard, malgré l'horreur qui lui étreignait les entrailles. La vérité était trop horrible à affronter, trop impensable pour être vraie. Maintenant, alors que le retour imminent de Thomas hantait les recoins de son esprit, Bastien se trouvait pris au piège entre l'envie irrépressible de fuir et la nécessité de faire face à l'horreur de ses découvertes. Confronté à l'inconnu, il savait que le moindre mouvement pourrait sceller son destin. Ainsi, dans un dernier acte de désespoir, Bastien se préparait à affronter le mal incarné qui habitait leur foyer, priant pour un miracle dans l'obscurité oppressante de leur appartement maudit. Que la chance soit avec lui, car dans l'ombre menaçante de Thomas, le danger était imminent et la survie incertaine. Alex avait attendu patiemment près d'1 an avant que sa compagne ne soit enfin assortie à un labrador noir énergique nommé Trixie, censé être leur chien d'assistance auditive, spécialement formé. Mais dès le départ, il y avait quelque chose de sinistre dans le comportement de Trixie. Le fonctionnement prévu d'un chien d'assistance auditive était simple. Quelqu'un frappait à la porte d'entrée et le chien informait le propriétaire en appuyant son museau humide contre sa jambe. Mais avec Trixie, il y avait une aura de malaise. Ces alertes semblaient presque prémonitoires, comme si elle percevait des sons avant qu'ils ne se produisent. La première fois que cela s'était produit, Alex était assis sur le canapé, plongé dans son ordinateur portable. Sans avertissement, la tête de Trixie s'était levée, ses oreilles pointées vers l'avant, signe d'une alerte imminente. Elle avait précipitamment guidé Anaya vers la porte d'entrée, mais aucun bruit n'avait été entendu par Alex. Anaya avait regardé par le Judas, n'y voyant rien d'anormal. Trixie, pourtant, avait persisté, gémissant obstinément comme si elle tentait d'insister sur une présence invisible. Les fausses alertes étaient monnaie courante chez les chiens d'assistance, mais avec Trixie, c'était différent. Elle semblait avoir une compréhension anormale des événements à venir. Alex commençait à ressentir un frisson le long de son échine à chaque fois que Trixie se comportait ainsi. Alors qu'il était sur le point de suggérer à Anaya de contacter l'organisation des chiens d'assistance, un son strident résonna dans toute la maison, les faisant sursauter tous les deux. C'était la sonnette de la porte d'entrée. Un frisson glacial parcourut la colonne vertébrale d'Alex alors qu'il se levait, le cœur battant la chamade. « Il y a quelqu'un à la porte !» s'exclama Alex, ses mots résonnant dans le hall sombre de la maison. Trixie agitait frénétiquement sa queue, une lueur étrange dans ses yeux, tandis qu'il se hâtait vers la porte. Sa langue pendait, un sourire de chiot masquant peut-être quelque chose de plus sinistre, alors qu'ils ouvraient la porte pour découvrir un livreur UPS tenant un colis, et un avis FedEx cloué à la porte également. Anaya arracha la vie de la porte, son souffle s'accélérant légèrement dans l'air étouffant. « Mon Dieu, peut-être que ce n'était pas une fausse alerte ce matin, peut-être qu'elle m'a juste averti trop tôt, comme maintenant. Peut-être qu'il a juste entendu les pas du livreur sur le trottoir, » murmura Alex, ses yeux se posant brièvement sur Trixie. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle se tenait, quelque chose de plus que de simples sens aiguisés. « C'est peut-être pour ça qu'ils les appellent des chiens d'assistance auditive », lança Anaya avec un rire nerveux, mais ses yeux trahissant une inquiétude sourde. Ils récompensèrent Trixie avec une friandise, mais même alors, l'atmosphère semblait chargée d'une énergie oppressante. Trixie fit quelques cercles triomphants avant de les regarder à nouveau, son regard semblant percer leur âme. Dès lors, chaque alerte de Trixie arriva plus tôt que prévu. Certaines semblent logiques, compte tenu de son ouïe extraordinaire, mais d'autres étaient plus troublantes. Comment avait-elle pu prévoir l'alarme incendie 1 minute avant qu'elle ne se déclenche? Et le minuteur du four? C'était comme si elle était en connexion avec quelque chose de bien plus sombre, quelque chose que ni Alex ni Anaya ne pouvaient comprendre.
Chaque aboiement précoce, chaque gémissement anticipé semblait une prémonition d'un danger imminent. Et Alex, bien qu'il tentât de rationaliser ces événements, sentait le froid du doute s'insinuer dans son esprit. Une angoisse grandissante à l'idée que peut-être Trixie était plus que ce qu'elle semblait être. Et puis vint hier, une journée qui allait marquer un tournant dans leur vie paisible. Anaya avait été convoquée à une réunion de travail, laissant Trixie seule à la maison avec Alex. Assis à la table, plongé dans ses rapports, Alex sentit soudain un frisson le long de sa jambe, comme un souffle glacé, alors qu'un nez humide poussait contre lui. Se levant, l'esprit empli d'une appréhension grandissante, il chercha à communiquer avec Trixie, mais ce qu'il découvrit le figea sur place. Elle le conduisit à la porte, son comportement d'ordinaire jovial et joueur maintenant remplacé par une tension palpable. Les poils hérissés, la tête baissée, les lèvres retroussées, dévoilant des dents acérées. Elle semblait fixer l'au-delà. Le grognement de Trixie déchira le silence, un son étranger dans la maison habituellement tranquille. Alex frissonna, réalisant que quelque chose de sinistre se profilait de l'autre côté de la porte. La panique s'empara de lui alors qu'il emmenait Trixie vers le placard sous l'escalier, leur refuge caché. Il murmura des mots de réconfort, mais le grognement persistant de Trixie résonnait dans l'obscurité oppressante. Des clés tournaient dans la serrure, laissant entrer une présence inconnue. Des pas résonnaient, sinistres, à un rythme macabre. Alex sentit son cœur battre la chamade alors que la silhouette se rapprochait. Les pas montèrent lentement les marches, créant un grondement sourd, menaçant. La silhouette se déplaçait, une ombre dansante dans l'obscurité, et les pas se dirigèrent vers la chambre. Le grincement du lit envahit l'air et Alex se demanda avec une terreur grandissante si c'était vraiment Anaya qui s'étendait pour la sieste ou bien quelque chose de bien plus sombre, bien plus sinistre. Le cœur d'Alex battait la chamade, un tambour infernal dans sa poitrine, alors que l'obscurité de la maison semblait se refermer sur lui. Trixie continuait de grogner, son souffle sifflant dans l'air stagnant, révélant une tension palpable qui envahissait la pièce. Pourquoi grognait-elle ainsi, si c'était Anaya ? Un frisson d'angoisse le parcourut alors qu'il tapait rapidement un SMS. Alex. « Hé, où es-tu, Anaya ? À la maison ? Et toi ?» Un soupir de soulagement s'échappa d'entre ses lèvres alors qu'Alex sentait un poids invisible se dissiper de ses épaules. Mais avant qu'il ne puisse se lever pour vérifier par lui-même, le doux gémissement de Trixie l'en empêcha, l'ancrant dans sa place. Il fixa son téléphone, hésitant un instant, puis appuya sur le bouton d'appel, son cœur martelant contre sa cage thoracique avec une fébrilité croissante. Il avait besoin de voir Anaya, de l'entendre, de s'assurer qu'elle était là, en sécurité. Un tintement joyeux résonna à l'étage, coupant l'air pesant de la pièce. Trixie sursauta, alerte à ce son familier. Mais contrairement à son habitude, elle ne se pressa pas vers la source du bruit. Elle resta immobile, les lèvres humides, un air étrange flottant dans ses yeux. Pourquoi Anaya ne répondait-elle pas? Alors que l'appel restait sans réponse, une vague de panique monta en lui. Son téléphone vibra, et il lut les messages d'Anaya. Une perplexité grandissante s'emparant de lui. Anaya, salut. Où es-tu? Le sang de ses veines sembla se figer alors qu'Alex restait assis, pétrifié, essayant désespérément de comprendre la situation. Soudain, comme si elle avait perçu quelque chose d'invisible à ses yeux, Trixie bondit en avant, heurtant la porte du placard dans une explosion de mouvement. Elle s'élança hors de l'obscurité, courant vers la porte d'entrée avec une détermination étrange. Alex la suiva précipitamment, mais alors qu'il atteignait la porte, un coup retentit. Une voix appelant de l'extérieur, une demande macabre suspendue dans l'air oppressant de la nuit. Soudain, un grincement sinistre déchira le silence, alors que le lit semblait se réveiller sous le poids invisible de quelqu'un se levant. Des pas résonnèrent, rapides, précipités, martelant le sol avec une urgence indéniable. Dans un geste brusque, Alex arracha la porte, plongeant dans l'obscurité oppressante de la nuit. Anaya, figée d'effroi sur les marches, fut entraînée dans une course effrénée, la main d'Alex agrippée à la sienne, tandis que Trixie, leur fidèle compagnon, les suivait avec une détermination palpable. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'écria Anaya, le souffle court, cherchant désespérément des réponses dans les yeux affolés d'Alex. « Il y a quelqu'un dans la maison !» hurla Alex, sa voix emplie de terreur alors qu'ils s'enfuyaient dans la rue obscure. Ils ne ralentirent pas leur course haletante avant d'apercevoir un voisin promenant son chien. Tremblant, Alex saisit son téléphone, composant fébrilement le numéro de la police, leur exposant, entre deux souffles, l'horreur qui s'était déroulée chez eux. Un étranger, une clé,
La chambre à l'étage, son récit était saccadé, ses mots se bousculant dans sa précipitation, et les yeux d'Anaya s'écarquillèrent d'horreur à mesure qu'elle absorbait l'ampleur de la menace. La police arriva en trombe, leurs gyrophares déchirant l'obscurité. Ils pénétrèrent dans la maison, fouillant chaque recoin, mais ne trouvèrent aucune trace de l'intrus. Seul le téléphone d'Anaya, abandonné près du lit, demeurait comme témoin silencieux de l'horreur vécue. Pas d'empreintes autres que les leurs, pas de signe de quelqu'un s'échappant après leur fuite désespérée. Maintenant hébergé chez les parents d'Alex, le mystère plane toujours. L'incident reste une énigme non résolue, un rappel sinistre des ténèbres qui rôdent dans l'ombre. Pour Alex, les questions persistent, son esprit tourmenté par l'énigme de Trixie et ses alertes prémonitoires. Mais une chose reste claire. Ce jour-là, par une intervention mystérieuse ou le simple hasard, ils ont échappé à un destin sinistre. Et pour cela, ils sont reconnaissants, peut-être même à leurs fidèles compagnons à quatre pattes. Dernièrement, je me réveille encore épuisé. Même si je me couche tôt, je me lève en ayant l'impression de ne pas avoir dormi depuis des jours. Essayer de me lever pour aller au travail était presque impossible, ce qui était étrange pour moi parce que j'ai toujours été une personne pleine d'énergie. Quelques heures de sommeil et j'étais toujours prêt à partir. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Après une série de tests, même mon médecin ne trouvait rien d'anormal chez moi. Le seul changement récent dans ma vie était mon petit ami qui avait emménagé et je partageais un lit pour la première fois de ma vie. Steven était le premier amour de ma vie et c'était ma première relation sérieuse. Je ne voulais pas gâcher les choses en le faisant dormir dans la chambre d'amis. J'aimais bien avoir Steven autour de moi. Il prenait vraiment soin de moi et m'apportait du thé à la camomille chaque soir avant de dormir. La douleur dans ma hanche était vive et pulsait le long du côté droit de mon corps. J'ai sauté du lit et j'ai failli m'effondrer en essayant d'atteindre la salle de bain. « Steven, peux-tu venir ici ?» ai-je crié. Un gros hématome sombre couvrait ma hanche, comme si j'avais été agressé dans mon sommeil avec une barre de métal. « Qu'est-ce qui se passe ?» a dit Steven en se précipitant dans la salle de bain. « Est-ce que je suis tombé du lit ou quelque chose comme ça ?» Steven avait une expression étrange sur le visage. Je pouvais jurer qu'il avait l'air coupable de quelque chose. Probablement, je sais pas. Sa réponse était désinvolte, ce qui a fait tourbillonner toutes sortes de pensées dans ma tête. « Ce n'est pas normal, Steven. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Tu devrais probablement voir un médecin alors. » a-t-il dit froidement avant de quitter rapidement la salle de bain. Mon médecin était toujours à court d'idées et m'a suggéré de voir quelqu'un pour écarter toute intention malveillante. Steven était toujours désinvolte envers moi pendant que nous conduisions à l'hôpital. « Je suis sûr que c'est rien. Tu es probablement juste stressé par le travail. Les gens ne se réveillent pas avec des bleus à cause du stress, ai-je pensé en colère. Le médecin à l'hôpital a pris mon sang et m'a fait toutes sortes de tests, y compris un test de stress. J'aurais dû être heureuse quand les tests sont revenus clairs. Mais cela ne faisait que me donner l'impression de perdre la tête. Quelque chose n'allait définitivement pas chez moi. Je vous prescrirai des sédatifs, mais vos analyses de sang montrent que vous prenez déjà du nitrazépam, a expliqué le médecin. J'étais abasourdi et je ne savais pas de quoi parlait le médecin. Je n'ai jamais pris le moindre analgésique de ma vie. Le visage du médecin avait l'air aussi perplexe que je me sentais. Il a sorti ses graphiques et les a examinés à nouveau. Non, vous avez définitivement été testé positif pour le nitrazépam, qui est un puissant sédatif. Plus tard, ce soir-là, alors que j'étais assise dans mon lit, 1 million de pensées différentes traversaient ma tête. Comment est-ce possible ? Me suis-je dit. Alors que j'étais assise là, Steven est entré avec mon thé à la camomille. Et juste au moment où j'étais sur le point de le porter à mes lèvres, j'ai eu une pensée des plus inquiétantes. La réalisation que mon petit ami me droguait m'a frappé comme une tonne de briques et m'a rempli d'une terreur que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai vidé le contenu de la tasse dans l'évier de la salle de bain avant de retourner au lit. « Était-il assez chaud pour toi ?» a demandé Steven en sautant dans le lit à côté de moi. « Parfait, comme toujours. » J'avais l'impression de mentir à côté d'un parfait inconnu. L'avais-je jamais vraiment connu ? Me suis-je dit en me couchant, terrifié qu'il me fasse des choses inimaginables pendant que je dormais. Je devais m'être endormi à un moment donné parce que quand je me suis réveillé, la pièce était en désordre et Steven était introuvable. Mon corps me faisait mal partout, et j'avais l'impression d'avoir été dans un combat. Qu'est-ce qui me faisait pendant mon sommeil ? Ai-je pensé. J'avais pris la décision d'aller à la police, mais j'avais besoin de preuves. Sinon, ce serait juste ma parole contre la sienne. J'avais acheté une caméra et l'avais installée dans ma chambre, pointée vers le lit. Je me suis réveillé épuisé, comme d'habitude, ce qui malheureusement signifiait qu'il m'avait fait quelque chose pendant mon sommeil. Mais je l'avais sur la caméra. J'ai ouvert mon ordinateur portable pour vérifier les images. Pendant les premières heures de sommeil, il ne s'est rien passé. Pendant un moment, j'avais espéré tout imaginer, jusqu'à ce que je me voie sursauter du lit. Au début, je ne pouvais pas croire ce que je voyais. C'était comme regarder un film d'horreur en me regardant ramper sur le mur de la chambre comme un démon possédé.
J'ai continué à ramper sur le mur jusqu'au plafond, regardant Steven d'en haut comme si j'étais prête à lui sauter dessus. Steven s'est réveillé, et c'était étrange de le regarder parce qu'il semblait préparé à ce qui se passait et ne semblait pas perturbé par cela. Il a sorti un bâton de sous le lit alors que je sautais du plafond au-dessus de lui, et il a passé l'heure suivante à me repousser. Je l'ai regardé me maîtriser sur le lit avant de sortir des menottes et de m'attacher au lit. J'ai regardé les marques sur mes poignets, ce qui faisait maintenant sens. Dès que Steven est rentré du travail, j'ai couru et je me suis jeté dans ses bras. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ce que tu vivais chaque nuit ?» Steven haussa les épaules. « Je pensais que tu savais. Et habituellement, les drogues que je te donnais rendaient les choses un peu plus faciles. Pourquoi es-tu encore avec moi ? Ma dernière petite amie était une psychopathe jalouse. Tu es une promenade de santé en comparaison. » Ma copine et moi avions l'habitude de prendre la route les week-ends. Un lien fort entre nous était notre expérience commune de voyage en voiture avec nos familles durant notre jeunesse, une échappée bienvenue de la routine hebdomadaire. Nous avons maintenu cette tradition à l'âge adulte, trouvant refuge dans l'aventure après des semaines de travail acharné. Mais lors de notre dernière escapade, un accident a bloqué l'autoroute, nous laissant coincés pendant des heures. « Nous risquons d'être en retard », a remarqué ma copine, scrutant Reddit sur son téléphone. « Hélas, je ne peux pas faire décoller la voiture au-dessus du trafic », ai-je répondu. Conscients des risques, nous savions que ce genre d'incident était possible lors de nos voyages hors de l'État, ce qui aurait des conséquences financières désastreuses pour nous, jeunes et endettés, vivant d'un salaire à l'autre. Déterminé à trouver une solution, je suis sorti de la voiture pour évaluer la situation et chercher un itinéraire alternatif. En quelques minutes à peine, j'ai réalisé l'ampleur du problème. Un incendie causé par la collision bloquait la route, nous immobilisant pour un bon moment. De retour à la voiture, résigné, j'ai annoncé à ma copine la situation. Heureusement, elle avait trouvé une route secondaire qui contournerait l'accident. Surpris que Google Maps ne l'ait pas suggéré plus tôt, nous avons décidé de tenter notre chance malgré l'état précaire de cette route moins fréquentée. Nous avons quitté l'autoroute, bravant les règles de la route pour prendre cette alternative inattendue. À mesure que la nuit tombait, nous nous enfoncions dans des territoires de plus en plus isolés. La route secondaire était en mauvais état, rendant notre progression difficile. Loin de toute civilisation, notre anxiété montait à mesure que les kilomètres défilaient. Soudain, une voiture en panne sur la route rétrécie nous rappela le caractère inhospitalier de notre situation. Avec prudence, nous avons contourné l'obstacle, sachant que c'était notre seule chance de sortir de cet endroit sinistre. J'ai stationné la voiture à une dizaine de pieds derrière le véhicule devant nous. « Tu sais que c'est comme ça que commence chaque film d'horreur, pas vrai ?» a lancé ma copine, clairement angoissée. « Je sais, mais on n'a pas beaucoup d'options ici. » J'ai fouillé dans la boîte à gants et saisi mon Glock. Mis à part au stand de tir, je ne l'avais jamais vraiment utilisé. Mais peut-être que ça me procurerait un peu de réconfort alors que je sortais de la voiture, parfaitement en sécurité. Mais ça ne l'a pas fait. Je me suis approché lentement de la voiture, guidé par la lumière de mon téléphone dans une main et mon arme dans l'autre. Les phares étaient allumés et j'étais assez proche pour entendre le moteur tourner. J'ai demandé d'une voix ferme si quelqu'un avait besoin d'aide, tentant de contenir mes propres tremblements. Pas de réponse. En m'approchant davantage, j'ai réalisé qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Ça n'avait aucun sens que quelqu'un laisse sa voiture tourner au milieu de la route, alors j'ai immédiatement sorti mon arme et j'ai balayé les alentours. J'avais entendu parler de pièges où des gens agissaient ainsi pour voler ceux qui s'arrêtaient pour aider. Mon cœur s'est serré quand j'ai vu un siège de bébé vide à l'arrière de la voiture. Ça m'a pris un moment pour surmonter le choc et la confusion, mais j'ai pris place au volant et déplacé la voiture hors de la route. Une fois sorti, j'ai réalisé que, mis à part ma respiration, la nuit était aussi silencieuse que la mort. Une terreur sourde m'a envahi. J'ai presque eu une crise cardiaque en entendant une voix crier à l'aide. Quelqu'un a hurlé de quelque part dans les bois. Il y avait quelque chose de très étrange dans cette voix. Elle n'avait rien d'humain. « S'il vous plaît, aidez-moi, il a emmené mon bébé. » Je suis resté silencieux, paralysé. Quel que soit celui qui appelait à l'aide, il était à quelques pas devant moi dans les bois. J'ai tenté d'ignorer cette voix, chaque fibre de mon être me poussant à courir vers ma voiture et à m'enfuir en toute sécurité. Mais une curiosité morbide m'a poussé à diriger la lumière de mon téléphone dans la direction d'où provenait la voix. Entre les arbres, j'ai aperçu une forme humanoïde, quelque chose d'inhumain. Ses caractéristiques étaient étranges, mais je pouvais voir qu'il tenait quelque chose d'humain. La petite jambe potelée d'un bébé qu'il mâchait comme une cuisse de poulet. J'ai retenu mon souffle quand il m'a souri, ses crocs grotesques tachés de rouge. La panique m'a envahi. J'ai laissé tomber mon téléphone et j'ai vidé mon arme sur la créature, cessant seulement quand la gâchette ne produisait plus aucun effet. J'ai ramassé mon téléphone et j'ai fait demi-tour, me dirigeant prudemment vers ma voiture. « Tu m'as manqué », a dit quelque chose d'une voix moqueuse, trop près de moi dans l'obscurité. J'ai sprinté vers ma voiture et j'ai démarré dès que j'ai verrouillé la porte.
J'ai roulé si vite et loin de cet endroit que j'ai failli heurter quelque chose plusieurs fois, même à des kilomètres de là. Je n'ai même pas réalisé que ma copine n'était plus sur le siège passager. Je suis souvent la cible de tir, mais ce n'est pas ce qui m'effraie le plus dans ce métier. Quand j'arrive chez quelqu'un et que je vois quelqu'un sortir avec un fusil, je sais à quoi m'attendre. Ces gens ont quelque chose à perdre. Ils sont effrayés et désemparés. Alors je leur apporte mon aide. Je leur fournis des ressources pour leur défense, les oriente vers des cabinets d'avocats, des agences gouvernementales et des organisations caritatives pour les aider à se relever. Je parle avec calme et empathie, et les gens écoutent. Certains me remercient même en rassemblant leurs affaires et en partant. Les cas de suicide sont plus complexes à gérer. J'en rencontre au moins 3 ou 4 par an, et ceux motivés par la vengeance le rendent encore plus difficile. Plus la situation est désastreuse, mieux c'est pour eux. Beaucoup pensent que la banque met en vente une maison dès la saisie. Mais parfois une maison peut rester abandonnée pendant des années avant que je ne vienne la vérifier. Je découvre alors des corps solitaires, suspendus dans des salons vides, la chair presque fondue après tant de temps exposée à l'air. Cela me rend profondément triste. Ces personnes semblent être des tableaux de ressentiment, abandonnés par tous. Ils se font du mal tout en tenant des avis d'expulsion. Et lorsque j'arrive, le sang est sec et l'encre a disparu. Les plus tragiques ne se blessent pas seulement eux-mêmes, mais aussi leurs proches. Les pactes suicidaires sont plus fréquents chez les personnes âgées, mais parfois ce sont des familles entières. C'est rare, mais cela arrive. Des maisons chauffées par le soleil, aux rideaux tirés, où la peau des occupants est devenue aussi fine que du papier à force de rester dans la chaleur sèche de l'automne. C'est un spectacle déchirant. Chaque maison est comme son propre monde en ruine pour moi. Whisky dans les toilettes, fentanyl sous le lit, factures impayées, et cela ne s'arrête pas avec les expulsions. Ces endroits restent vides si longtemps qu'ils attirent souvent des squatteurs. La plupart sont inoffensifs, mais pas tous. Certains peuvent être mortellement dangereux. Des hommes et des femmes émaciés, aux yeux durs et aux dents manquantes, surgissent de couvertures moisies et de tentes brandissant des couteaux. Même après leur départ, ce qu'ils laissent derrière eux est un danger constant. Les vapeurs de laboratoires clandestins peuvent vous tuer lentement, et des aiguilles infectées sont cachées dans les fissures de vieux canapés. Les cuisiniers deviennent paranoïaques et piègent leur maison pour se protéger contre les voleurs. Ils sont créatifs dans leur paranoïa, avec des pièges comme des morceaux de verre sur des manches de balai ou des lames de rasoir sous les planchers. Parfois, je trouve un piège déclenché avec du sang et des cheveux sur des clous tordus, mais aucun signe de celui qui l'a déclenché, juste une traînée de sang menant vers les bois voisins. Il est probable que la personne qui a posé le piège soit celle qui l'a déclenché. Les toxicomanes, après des jours sans sommeil, peuvent oublier leur propre piège une fois qu'il s'effondre. Une fois, j'ai découvert un homme gisant à quelques pas de son propre piège. Il avait dissimulé son argent dans une vieille boîte à lunch en métal, piégé pour suspendre tout intrus. La lame avait transpercé son coude, ressortant juste en dessous de son pouce. Il était trop tard pour le sauver. Il est mort, saignant sur le sol froid, dans la maison de sa grand-mère décédée. Une fin terrible. Sa boîte à lunch, par terre, est vide. La police suppose qu'il n'était pas seul, que quelqu'un l'a laissé mourir après avoir pris l'argent. Un mois s'est écoulé avant que je ne découvre. Personne n'avait signalé sa disparition. On pourrait penser qu'il serait en colère, mais il semblait juste terrifié. 19 ans, en pleine cure de désintoxication, mourant lentement, recroquevillé comme un enfant, une main serrant son poignet ouvert. Vous ne pouvez pas retenir l'océan dans votre poing. Il s'échappe entre vos doigts. Ce jeune savait ce qui l'attendait. Je pouvais le voir dans ses yeux. Une peur intense. La méthamphétamine est une drogue redoutable. Ces malheureux brûlent leur cerveau dans des endroits reculés. Je n'ose pas imaginer ce qu'ils voient là-bas, ce qui les hante dans l'obscurité. Une fois, j'ai découvert une caravane truffée de pièges, presque une centaine. Ils étaient simples, mais nombreux, vicieux, désespérés, entourant la caravane comme une armée d'envahisseurs. Il nous a fallu une semaine pour atteindre la porte d'entrée, et quand nous l'avons ouverte, nous avons tous senti une étrange certitude. Ces pièges n'avaient pas été placés pour empêcher les voleurs d'entrer, mais pour empêcher quelque chose de sortir. Peut-être juste la paranoïa d'un drogué, mais l'idée que quelque chose les guettait à l'intérieur nous a tous perturbés. Pendant l'opération, des cris rapportaient des mouvements à l'intérieur de la caravane, plongeant tout le monde dans la tension. Des hommes et des femmes armés, prêts à tirer, les mains tremblantes. On se demandait tout ce qui pouvait bien être à l'intérieur pour justifier autant de pièges. Quand nous avons finalement eu la réponse, la première chose que nous avons trouvée était un laboratoire de méthamphétamine assez classique. Moins ordinaire était le corps démembré, en partie réduit en poussière par la chaleur. Il était éparpillé partout à l'intérieur. Ce n'était pas une mort naturelle, ni l'œuvre de charognards. Ce qui restait semblait avoir subi une sorte de torture atroce. Des doigts manquants, des dents et un œil arraché. Une scène d'horreur. Encore plus étrange, une poupée de porcelaine,
comme celle des collections, posées sur le comptoir de la cuisine, à côté du matériel de laboratoire cassé. Ça m'a glacé le sang, compte tenu des circonstances. J'avais le sentiment que celui qui avait posé tous ces pièges avait cette poupée en tête. Ça posait la question. Qui était ce pauvre type coincé dans la caravane ? Et qu'était-il arrivé à cette personne ? La police a clos l'affaire. On dit que la méthamphétamine est une drogue dévastatrice, et nous le savions tous. Pourtant, j'étais moins convaincu. J'ai été témoin de nombreuses choses étranges. Qui sait ce qui a hanté cet homme isolé dans la nature, loin de toute civilisation ? Mon travail me donne un aperçu de ces vies vécues loin des regards indiscrets, des histoires non racontées, des rêves brisés, et des triomphes oubliés. Mais certaines histoires ne suivent pas le cours habituel. Elles soulèvent des questions profondes, tandis que d'autres ne sont que des cauchemars, attendant leur proie. Ce monde est truffé d'aiguilles dissimulées, attendant une main curieuse. Il arrive rarement que je recommande à la banque de ne pas vendre une propriété. Ces endroits deviennent une sorte de zone interdite, établie par le gouvernement. Je ne vois que des fragments de ce mécanisme, bien au-delà de ma portée salariale. Mais il existe un système pour gérer le pire du pire. Je ne parle pas de fantômes. Aucun des cas que j'ai rencontrés jusqu'à présent ne correspondait à cela. Il peut sembler que tout soit perdu. Je le sais. Nettoyer le sang, réparer les dégâts, retirer les balles des murs. Si la prochaine famille qui s'installe doit composer avec les spectres de quelques anciens propriétaires mécontents ou de toxicomanes maladroits, eh bien, c'est la vie. Mais pour qu'un lieu soit considéré comme une zone interdite, il doit être irrécupérable et représenter une menace active pour la vie. Je parle de sites contaminés par des substances radioactives au point que le gouvernement doit construire un site d'enfouissement nucléaire pour le dissimuler. Mais c'est un exemple extrême. La plupart du temps, nous attribuons ces cas au radon ou aux résidus de méthamphétamine et nous les condamnons. J'ai rencontré un cas comme ça. Une ferme où une famille avait vécu pendant des décennies. À mon arrivée, les enfants étaient devenus adultes et les parents décédés depuis longtemps. Ils avaient essayé de garder la maison familiale, mais à la fin, la banque l'avait reprise. À première vue, la maison semblait ordinaire, juste un peu délabrée. Mais quelque chose m'a fait hésiter. Dommage que je n'ai pas écouté mon intuition. J'ai franchi la porte avec les clés du shérif, espérant un travail facile. 3 heures plus tard, je ressortais par une fenêtre de cuisine brisée, le dos lacéré, la poitrine battant à tout rompre. Mes yeux se fixaient sur la fenêtre vide que je venais de fuir. Une silhouette solitaire, à peine perceptible sous le soleil éclatant, mais assez tangible pour avoir causé mes blessures. Après que le médecin m'a soigné, j'ai attendu dans la salle d'attente et j'ai essayé de contacter les anciens propriétaires, les frères et sœurs, un par un. Je voulais savoir ce qui m'avait attaqué, si quelqu'un était au courant de ce à quoi je faisais face. Les conséquences seraient graves si c'était le cas. Le fils aîné a répondu en premier. Je n'ai pas abordé directement le sujet. J'ai posé des questions subtiles, pris mon temps avant de mentionner le sous-sol. Il a ri quand je lui en ai parlé, racontant comment, enfant, il évitait le sous-sol à cause de bruits étranges qu'ils attribuaient à un supposé fantôme nommé Marion, inventé par leur père pour les dissuader d'y aller. Marion, selon eux, vivait dans le sous-sol, se cachant parmi les caisses de vieux souvenirs. Il décrivait une silhouette sinistre, avec des ongles longs, une robe en toile de jute usée, des traits hideux et une verrue massive. Leur père leur avait dit que Marion mangeait les enfants, ajoutant à l'atmosphère de terreur. Ils évitaient donc le sous-sol, où se trouvait un vieux congélateur qu'ils n'osaient pas utiliser, croyant que Marion y résidait. J'ai gardé pour moi ce que j'avais découvert lors de mon inspection. Un faux mur cachant un deuxième sous-sol, une cellule sombre avec un mobilier rustique, un matelas et même un carcan en fer fixé à la fondation, ainsi qu'un fauteuil de dentiste modifié avec des entraves. Je ne lui ai rien dit, mais j'ai senti qu'il était sincère dans ses souvenirs. Et puis il y avait cette tache. Une masse floue de brun foncé et de vert presque délavé s'étendant depuis un coin de la pièce. Elle avait une texture familière. J'ai immédiatement reconnu cette tache. C'était le résidu laissé derrière après qu'une équipe de professionnels avait retiré un cadavre desséché d'une surface dure. Au début, j'ai supposé que quelqu'un avait déplacé cette tache depuis son emplacement initial. Il y avait même des empreintes de pas, mais quelque chose n'allait pas avec elle. Elle ne semblait pas normale. Elle n'était pas juste laissée dans le résidu. Elle semblait en être constituée. Quelque chose ou quelqu'un, couvert de cette substance, avait piétiné autour. Jusqu'à ce moment, mon inspection avait été ordinaire et ennuyeuse. Mais tomber sur un donjon caché n'était pas quelque chose de banal. Maintenant, je me retrouvais face à un lourd secret familial, et cela ne semblait pas tout à fait logique. J'ai pris une minute pour essayer de relier les pièces du puzzle. Avait-on déplacé un cadavre ? S'était recouvert de chair en décomposition, puis avait marché en laissant une trace ? Pourquoi donc pieds nus ? Et pourquoi ne pas nettoyer après coup ? Et comment était-il à la fois maladroit et précis ? Il n'y avait aucune trace de traînée. J'ai examiné de plus près ses empreintes, et un frisson m'a traversé. De petits pieds. Ceux d'une femme. Nous connaissons tous cette histoire, pas besoin de la répéter. Un sous-sol éloigné, des entraves. Un membre de la famille apparemment ordinaire. Un chasseur, mais aussi un putain de malade. Alors qui était mort dans ce sous-sol ?
Et qui avait laissé ces traces? Mais tout le monde n'était pas resté au sol. Avec une main tremblante, j'ai suivi certaines empreintes vers le mur où elles montaient la surface verticale et se dirigeaient vers le haut, vers le plafond. Soudain, une sueur froide s'est formée dans le creux de mon cou, et un sentiment d'étrangeté m'a envahi. Au-dessus, le vent soufflait. Les branches des arbres gémissaient dans la cour, créant des sons venus d'ailleurs. Je pouvais l'imaginer dans mon esprit, là-haut, pas loin. Ma voiture, assise à l'ombre. Ces images semblaient appartenir à un autre monde. Je voulais désespérément y retourner, laisser ce sordide trou derrière moi. Tout ce que j'avais à faire, c'était de sortir de ce sous-sol et rejoindre ma voiture. Seulement voilà, je n'étais pas certain de vouloir bouger. J'avais l'impression de risquer de briser quelque chose de fragile. La notion que l'angoisse rampante que je ressentais n'était que le fruit de mon imagination trop active, rien de plus. Et pourtant, je sentais que si je tentais de m'enfuir, le cauchemar déborderait dans la réalité et me poursuivrait. J'ai même essayé de me convaincre que je ne savais pas ce qui s'était passé dans cette pièce. Peut-être un jeu, une mascarade entre lui et sa femme, mais alors, j'ai à nouveau regardé le fauteuil. Le cuir craquelé, les sangles antiques effilochées. Certaines d'entre elles portaient des traces de dents. J'ai pris une profonde inspiration et ai repris le contrôle de mes jambes. À moins de voir quelque chose de vivant là-haut, je devais admettre que j'étais bel et bien seul. Alors, je me suis retourné et j'ai commencé à marcher, les yeux rivés vers l'avant, l'esprit armé contre les petits gémissements et les craquements qui semblaient me suivre, émergeant des ombres. Je ne pouvais m'empêcher de compléter les vides de l'histoire de ce sous-sol, même en me disant d'arrêter. Il est possible que l'un d'entre eux soit décédé en premier. Peut-être elle, peut-être lui. Il est envisageable qu'il l'ait laissé mourir de faim par ennui, ou peut-être qu'il ait pris cette décision pour échapper à la capture imminente. Il est également possible qu'elle se soit suicidée en se blessant avec un objet tranchant. Cependant, son décès est certain, et elle est restée morte pendant une période prolongée, au moins quelques mois pour que la décomposition prenne effet. Elle a perdu toute cohésion, sa peau, ses muscles, son sang s'évaporant tel un bouchon de moisissure sur une tasse de café oubliée. Je pouvais imaginer, dans ma tête, sa déchéance, comme un time-lapse en pâte à modeler, un tourbillon de couleurs. Cependant, d'une manière ou d'une autre, le processus naturel de décomposition s'est interrompu. Elle n'a pas totalement disparu et personne n'est venu la retirer. Les traces étaient bien là, sur le sol, les murs et le plafond, n'est-ce pas? Elle gît inerte. Elle est décédée. Puis, d'une façon ou d'une autre, elle s'est relevée. En atteignant le sommet des escaliers menant au sous-sol, j'étais tellement pris de panique que la sueur dégoulinait sur mon front. Jusqu'à présent, je n'avais vu que des vieux cartons, des caisses et des objets délaissés, des outils de jardinage couverts de toiles d'araignée et de logos effacés. Pourtant, cela ne signifiait pas que j'étais seul. Il régnait quelque chose de sinistre en ces lieux. Je le ressentais. Une chaleur oppressante, une aura palpable de malveillance, même en l'absence d'une présence physique. C'était si dérangeant que lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai ressenti un bref soulagement, similaire à celui que l'on éprouve en retournant au lit après être allé aux toilettes au milieu de la nuit, convaincu qu'un spectre nous suivait. Je ris nerveusement. Puis, quelque chose de froid et de dur s'enroula autour de ma cheville. Une main jaillit entre les lattes de l'escalier, semblant surgir d'un monde imaginaire pour s'introduire dans la réalité. Je baissai les yeux, mon cœur battant résonnant comme un tonnerre dans mes oreilles, et je commençais lentement à assimiler ce que je voyais, morceau par morceau. Tout d'abord, la main, tordue, noire, tellement sombre qu'elle semblait être faite d'ombre, seulement visible grâce à la lumière de la porte ouverte. Ensuite, sous l'ombre, un visage, semblable à un crâne enveloppé dans un sac poubelle, le plastique tiré et serré, révélant le contour étouffant de ses yeux vides et de sa bouche béante. J'aurais imaginé quelque chose de plus macabre, digne d'un film d'horreur. Mais la réalité de ce sous-sol était bien différente. Je ne voyais que des fragments, dont je ne pouvais pas décrire avec certitude l'ensemble de la scène. Mais ce n'était certainement pas un fantôme, un cadavre, ou quoi que ce soit que j'aurais pu imaginer, tant dans la vie réelle que dans les films. Elle avait l'apparence d'un monstre, un véritable cauchemar. Et ma réaction était celle d'un enfant face au croque-mitaine. Un grognement terrifié s'est échappé de ma bouche alors que je retirais ma jambe d'un geste brusque, surpris par ma propre rapidité. Mais peu importe ce qui se dissimulait sous cet escalier, c'était agile. Avant que je puisse faire un autre mouvement, elle était déjà sur moi, m'envoyant au sol. La dernière image que j'ai eue avant que mon menton ne frappe le sol de la cuisine, c'était Marion, vêtue d'une robe faite de sacs de farine. À l'époque, ce détail m'était apparu insignifiant. Mais avec le recul, j'ai compris que ce vêtement particulier aurait une signification bien plus sinistre. Un indice sur l'identité de l'homme responsable du sous-sol caché. Il n'avait pas simplement attendu, caché, quand la famille avait emménagé.
Il avait semé des indices macabres dans l'histoire qu'il racontait à ses enfants, prévoyant peut-être que si un jour sa captive s'échappait et que ses enfants la voyaient, leur réaction instinctive serait celle de la fuite. À ce moment-là, je ne connaissais rien de tout cela. Je n'avais qu'une vague notion de l'entité qui m'avait attaqué. Une entité emplie de haine, c'était certain. Quelque chose qui avait connu la mort dans cette pièce sordide et qui était revenu à la vie. Son indignation était palpable. Elle m'a submergé, se jetant sur mon dos et hurlant d'une manière terrifiante. J'étais tétanisé, tremblant d'effroi et de réaliser que c'était un cauchemar auquel je ne pouvais échapper. Elle a commencé à travailler sur mon dos, ses doigts invisibles mais brûlants comme des aiguilles de tatouage. La douleur était insupportable, mais heureusement de courte durée. La souffrance m'a fait convulser, la renversant et la faisant chuter. Ce bref instant de liberté m'a donné la force de me relever, de me précipiter hors de la fenêtre la plus proche, indifférent aux coupures qui marquaient ma peau. Si vous aviez ressenti ne serait-ce qu'une fraction de ce que j'ai ressenti, vous auriez fait de même. Ces blessures n'étaient pas de simples égratignures. Les médecins les ont comparées à celles infligées par une méduse transformant la chair en une éponge poreuse après avoir été piquée par des millions d'aiguilles hypodermiques. Des greffes de peau ont été nécessaires. Même aujourd'hui, mon dos ressemble à celui d'une victime d'une tondeuse. La douleur est toujours présente lorsque j'enfile mon t-shirt chaque matin. Pourtant, ces blessures ne sont pas les pires, seulement les plus visibles. Elles ont cependant été utiles pour convaincre la banque de ne pas vendre la maison. Normalement, cela aurait nécessité beaucoup de démarches, mais après avoir examiné les rapports médicaux, ils ont préféré la condamner et la remettre à un département gouvernemental spécialisé. Cette maison est désormais abandonnée, entourée de clôtures, chaque fenêtre recouverte de panneaux avertissant des dangers toxiques. Avec le recul, j'aurais dû écouter mes instincts. Les squatteurs ne quittent pas un lieu sans une bonne raison. Tout commence il y a quelques années. Une jeune femme, appelons-la Brit, avait une relation compliquée mais forte avec son père. Ses parents avaient divorcé quand elle avait 15 ans, et son père, un homme luttant contre l'alcoolisme, avait rencontré une nouvelle compagne, Laura. Ce n'était pas une vie parfaite, mais Brit tenait profondément à lui. À 19 ans, Brit déménage pour poursuivre ses études, mais elle reste en contact avec son père. Quelques jours avant Noël, il l'appelle, complètement brisé. « Laura me quitte. Elle fait ses valises en ce moment. Viens me chercher. Je veux pas rester ici. » Brit se précipite chez lui et trouve son père dans un état qu'elle n'oubliera jamais. Il pleure sur son épaule, vulnérable comme un enfant. C'était la première fois qu'il montrait une telle fragilité. Elle le convainc de passer la nuit chez elle. Mais sur le chemin, il insiste pour retourner chez lui. Malgré son intuition, elle accepte. Sur le trajet, ils écoutent une chanson qui restera gravée dans sa mémoire, Overcome, du groupe Live. Les paroles « De l'eau bénite dans mes poumons » résonnent étrangement dans ce moment de désespoir partagé. Les jours suivants, Brit s'inquiète de plus en plus. Son père sombre dans une dépression profonde. Il ne se nourrit presque pas, se contentant de bière et de soupe en conserve. Puis une nuit, il l'appelle à 6h du matin. Sa voix est faible, brisée. « Brit, je crache du sang. » Elle panique, contre sa volonté, elle appelle une ambulance. À l'hôpital, le diagnostic tombe, une pneumonie. Son poumon gauche est rempli de liquide. Brit reste à ses côtés chaque jour. Mais son père lutte contre les traitements et veut quitter l'hôpital. Leur dernier échange est tendu. Elle hésite à lui faire un dernier câlin, mais son petit ami la convainc. C'était la dernière fois qu'elle le voyait. Cette nuit-là, Brit dort profondément. Mais quelque chose d'inexplicable se produit. À exactement 3h24 du matin, elle se réveille en sursaut, en sueur, comme si son corps avait réagi à un danger invisible. Elle regarde l'heure, se rendort, sans savoir ce qui vient de se passer. Le lendemain matin, la police frappe à sa porte. Il lui annonce que son père est décédé dans la nuit. L'heure officielle de sa mort ? 3h24 du matin. Brit réalise alors que ce moment où elle s'est réveillée n'était pas une coïncidence. Cette même nuit, Brit fait un rêve étrange, qu'elle décrit comme une vision. Tout est flou, comme un écran de télévision sans signal. Au milieu de ce décor surréaliste, son père apparaît. Il pleure doucement et lui demande d'une voix triste. « Es-tu triste ?» Confuse, Brit lui répond « Oui, je suis triste. » À quoi il répond simplement « Ce n'est pas grave. Moi aussi, je suis triste. » Puis il disparaît. Brit se réveille en pleurs, son visage déjà mouillé par ses larmes. Ce réveil, ou cette vision, reste gravé dans sa mémoire, comme une dernière connexion avec son père, une preuve que leurs âmes étaient encore liées.
Nous sommes en 2018 dans le Nebraska. Une jeune femme de 18 ans, que nous appellerons Sarah, vivait dans la plus grande ville de cet état. Mais ne vous méprenez pas, cette ville était entourée de vastes champs de maïs et de blé, typiques de la région. À mesure que la ville s'étendait, des familles riches construisaient de grandes maisons à la frontière entre la ville et la campagne. L'un de ses amis habitait justement dans l'une de ces grandes maisons isolées, à la limite des champs. Sarah et son groupe d'amis adoraient y passer du temps. Terrain pour faire du quad, jacuzzi, soirées télé interminables. C'était l'endroit rêvé pour s'amuser. Mais cette maison avait un petit côté inquiétant. Elle était loin de tout, presque sans voisins. Et une fois la nuit tombée, l'obscurité régnait sans partage. Pour se rendre chez son ami, Sarah devait emprunter une route étroite et sinueuse, bordée d'arbres massifs. Cette route passait également devant l'un des plus grands cimetières de la région. Très peu de lampadaires éclairaient ce trajet, et la circulation y était rare, surtout la nuit. Une ambiance déjà suffisamment angoissante, même sans ce qui allait se produire. Ce soir-là, Sarah roulait avec les fenêtres ouvertes, profitant de l'air doux du printemps et écoutant de la musique. Il était environ 22 heures. Alors qu'elle approchait d'un virage, ses phares éclairèrent quelque chose qui la fit freiner brutalement. Au milieu de la route, à environ 50 mètres devant elle, se tenait une famille. Une femme grande et mince, un homme de taille moyenne, un enfant d'environ 8 ans et une poussette, que la femme semblait pousser. Ils étaient tous tournés dos à elle, marchant en silence, au beau milieu de cette route isolée, plongée dans l'obscurité. Ce qui était étrange, c'est qu'ils n'avaient aucune source de lumière. Avant que Sarah n'arrive, ils avançaient donc dans le noir complet. Sarah arrêta sa voiture, coupant même la musique pour écouter s'ils parlaient ou faisaient du bruit. Mais tout était silencieux. Pas un mot, pas un son. Elle attendit quelques instants, pensant qu'ils allaient s'écarter ou qu'ils allaient réagir à la présence de sa voiture. Mais rien. La famille continua d'avancer lentement, comme si elle n'existait pas. Puis, d'un seul coup, toute la famille s'arrêta. En même temps, lentement, ils se retournèrent pour faire face à la voiture. Ce mouvement synchronisé glaça le sang de Sarah. Elle raconta plus tard qu'elle n'avait même pas eu le courage de regarder leur visage, de peur de ce qu'elle pourrait y voir. Sarah paniqua. Sans réfléchir, elle enclencha la marche arrière, reculant à toute vitesse pendant plusieurs secondes, avant de faire un demi-tour précipité. Elle faillit sortir de la route, mais continua de rouler aussi vite que possible pour s'éloigner. Elle jeta des coups d'œil constants dans son rétroviseur. Mais il n'y avait plus aucun signe de la famille. Ils avaient disparu. Il y a une dizaine d'années, entre 2015 et 2016, une jeune femme nommée Clara vivait dans une petite ville de banlieue tranquille. Elle partageait son appartement avec son compagnon de l'époque, mais leurs horaires de travail étaient complètement opposés. Lui travaillait de nuit, tandis qu'elle bossait pendant la journée. Chaque matin, quand Clara se levait pour aller travailler, il rentrait à peine chez eux. Du coup, en semaine, les soirées de Clara se passaient souvent seules à la maison. Un soir, alors qu'elle se sentait particulièrement seule, Clara a décidé de sortir pour une raison assez inhabituelle. Son jouet préféré s'était cassé, et elle a pris la décision d'aller dans un magasin pour adultes ouvert 24 heures sur 24, situé au centre-ville. Ce genre de sortie nocturne n'était pas dans ses habitudes, mais elle voyait pas trop le mal. Le trajet était rapide, environ 10 minutes en voiture depuis son appartement. En arrivant, Clara s'est garée sur le parking sombre derrière le magasin. Ce parking donnait sur plusieurs accès menant aussi bien à des bars et restos qu'au magasin en question. Après avoir verrouillé sa voiture, elle a traversé l'allée pour rejoindre l'entrée principale du magasin qui se trouvait sur la rue. C'est à ce moment qu'elle a remarqué un homme, seul, en train de fumer une clope près de l'entrée. Il était environ 1h du matin et c'était assez étrange de croiser quelqu'un tout seul à cette heure-là. Clara, elle a supposé qu'il était juste un client d'un des bars voisins en train de faire une pause. En passant devant lui, l'homme lui a dit bonjour. Clara a répondu d'un bonjour discret, sans vraiment oser croiser son regard. Une fois à une certaine distance, elle a jeté un coup d'œil en arrière pour mieux l'observer. Il portait un long t-shirt blanc, un short tombant sous les genoux, avec des baskets et des chaussettes hautes. Rien de particulièrement alarmant. Mais le fait qu'il soit là, tout seul, et qu'il semble s'intéresser direct à elle en la voyant passer, la mettait mal à l'aise. Clara a continué à marcher vers le magasin.
Mais elle a vite compris que l'homme la suivait. C'était pas une coïncidence. Dès qu'elle l'avait dépassé, il s'était mis à marcher derrière elle, adoptant exactement le même rythme. À cet instant, un frisson la parcourut. Elle savait pas ce que cet homme avait en tête, mais une chose était sûre, être seule face à un inconnu dans une rue déserte au milieu de la nuit, ça sentait pas bon. Elle a rapidement réfléchi à ce qu'elle pouvait faire. Elle a d'abord pensé, continue de marcher pour qu'il sache pas que tu vas dans le magasin pour adultes. Mais vu qu'il y avait personne dans la rue, ça semblait encore plus risqué. Elle a envisagé d'entrer dans un bar voisin, mais elle avait peur que ça lui donne une excuse pour l'aborder. Finalement, elle s'est dit que le plus sûr, c'était d'aller dans le magasin, qui était bien éclairé et où il y avait du monde. À l'intérieur, Clara a commencé à faire le tour des rayons, espérant que l'homme disparaisse. Mais il l'a suivi jusque dans le magasin et s'est installé près de l'entrée sans même faire semblant de chercher quelque chose. De temps en temps, il faisait des bruits pour attirer son attention. Clara, elle a décidé de l'ignorer, mais il continuait. Quand elle est allée à la caisse pour payer, elle a essayé de signaler la situation au caissier. Discrètement, elle a demandé si l'homme travaillait là ou si il le connaissait. Mais le caissier, qui comprenait pas trop ce qu'elle disait, lui a demandé de répéter. Clara, visiblement stressée, elle a fini par expliquer plus clairement que cet homme l'avait suivie depuis dehors et qu'il voulait pas partir. Elle lui a aussi dit qu'elle osait pas retourner à sa voiture toute seule. Le caissier a été super gentil et est allé demander à l'homme de quitter le magasin. Mais l'homme est resté, comme si de rien n'était. Clara a continué de faire semblant de regarder les rayons, espérant qu'il finirait par s'en aller. Après plusieurs tentatives, le caissier a fini par sortir un bâton qu'il gardait sous le comptoir pour sa sécurité. Il l'a brandi devant l'homme et lui a dit « Tu comprends ça ?» Là, l'homme a enfin quitté le magasin. Même si le caissier l'a assuré que l'homme était parti et qu'il surveillerait les caméras pendant qu'elle sortait, Clara se sentait toujours nerveuse. Le caissier lui a dit de revenir si elle le voyait dehors, mais il pouvait pas quitter son poste pour l'accompagner. Clara a marché rapidement jusqu'à sa voiture, clé en main, et s'est installée à l'intérieur, verrouillant les portes directes. Alors qu'elle reculait pour quitter sa place, elle a vu dans son rétroviseur que l'homme courait vers sa portière. Heureusement, les portières étaient verrouillées. Clara a accéléré d'un coup, effrayant l'homme, qui s'est figé. Elle l'a fixé d'un regard intense, décidée à pas montrer de peur. L'homme, voyant qu'elle lui échappait, a tourné les talons et est retourné vers l'entrée du parking. Une fois rentrée chez elle, Clara a raconté cette histoire à son compagnon. Il lui a conseillé d'éviter ce genre de sortie tardive. Depuis, elle sort plus jamais seule, après 21h. C'est l'histoire d'Emily, une jeune femme de 21 ans à l'époque des faits. En 2020, Emily et son petit ami, Max, qui avait 22 ans, emménagent dans leur premier appartement ensemble. Ce n'était pas un grand logement, juste un petit appartement en rez-de-chaussée. Mais pour eux, c'était parfait. Pas de colocataire, un endroit rien qu'à eux, et un loyer très abordable, seulement $600 par mois. Le bâtiment était en duplex, avec 4 appartements au total. 2 en bas, 2 en haut. Derrière leur immeuble, il y avait un cimetière. Emily et Max plaisantaient souvent en disant qu'au moins, leurs voisins étaient très calmes. Mais ils allaient vite découvrir qu'ils avaient tort. Tout a commencé avec le voisin du dessus. Un jour, sans prévenir, cet homme s'est mis à claquer violemment sa porte, encore et encore, pendant 10 minutes. Emily et Max, ils étaient complètement déconcertés, ils se sont demandé ce qu'ils avaient bien pu faire pour déclencher une telle situation. Trop de bruit en fermant une porte ? Difficile à dire, car ce voisin refusait de communiquer avec eux. À chaque fois qu'il était contrarié, il répétait ce rituel de claquer sa porte, faisant trembler tout l'appartement d'Emily et Max. Un épisode particulièrement marquant s'est déroulé la veille du mariage d'Emily. Après une longue journée de travail, le couple avait décidé de se détendre avec un dîner tardif au restaurant. Ils profitaient de leur dernière soirée en tant que fiancés. Mais en rentrant chez eux, Emily a été prise d'une crise d'angoisse en préparant ses bagages. Max, il essayait de la calmer lorsqu'ils ont été interrompus par leur voisin qui a dévalé les escaliers en criant. Il leur reprochait de faire du bruit toute la journée et les accusait d'être insensibles. Max, furieux, il lui a répondu sèchement, protégeant Emily. Finalement, ils ont fini par comprendre que le bruit qui dérangeait le voisin venait de l'arbre à chat de leur animal. Chaque fois que le chat sautait dessus, ça faisait résonner le mur. Emily et Max ont déplacé l'arbre, pensant que ça réglerait la situation. Mais ce n'était que le début. Quelques mois plus tard, Max a essayé d'apaiser les tensions en proposant au voisin de le contacter sur Discord en cas de problème. Celui-ci a accepté, mais a continué à claquer sa porte dès qu'il se sentait contrarié. Emily, désemparée, a contacté la gestion de l'immeuble pour signaler la situation. Malheureusement, le gestionnaire, qui vivait dans l'appartement voisin à l'étage, a accusé Emily d'exagérer, affirmant qu'il n'entendait jamais rien. Cette absence de soutien a laissé Emily encore plus stressée. À la fin de 2021,
Max a reçu une promotion nécessitant un déménagement sur la côte Est. Max est parti en premier pour commencer son nouveau travail, tandis qu'Emily restait quelques semaines pour emballer leurs affaires et vider l'appartement. Déterminée à éviter les conflits, elle a pris toutes les précautions. Elle utilisait des écouteurs, évitait tout bruit inutile et fermait les portes avec la plus grande délicatesse. Mais malgré tous ses efforts, le pire est arrivé. Un soir, une semaine avant son départ, Emily a décidé de passer l'aspirateur. Elle a ensuite pris les poubelles et verrouillé sa porte, une habitude qu'elle essayait d'adopter à cause des remarques de Max. Peu après, elle s'est installée avec des écouteurs pour regarder des vidéos sur son téléphone. Soudain, elle a entendu des coups violents à sa porte. C'était son voisin. Il criait et martelait aussi les fenêtres, menaçant de la tuer. Terrifiée, Emily a appelé sa mère, qui lui a ordonné de contacter immédiatement la police. Chuchotant pour ne pas être entendue, Emily a expliqué la situation au 17. Pendant ce temps, le voisin essayait de forcer la porte. Heureusement, la police est arrivée rapidement et l'a emmenée. Emily a passé la nuit chez une amie, incapable de retourner chez elle. Sa mère est venue la chercher dès le lendemain et ensemble, elles ont entamé leur long trajet vers la côte Est. En route, Emily a reçu un appel d'un hôpital où le voisin avait été interné. Il venait d'être libéré et continuait de la menacer. Le personnel lui a conseillé de demander une ordonnance de protection, mais Emily était déjà loin, ce qui semblait être la meilleure option. En 2023, un accord a été trouvé. Le voisin, qui était retourné en Alaska chez ses parents, s'engageait à suivre un traitement psychiatrique et Emily retirait les charges. Depuis, Emily a pris des mesures pour se sentir un peu plus en sécurité. Elle et Max ont adopté un pitbull qu'ils entraînent pour la protection. Et désormais, elle ne quitte jamais son appartement sans verrouiller la porte. Cette histoire a profondément marqué Emily, mais elle a aussi appris à être plus vigilante. Elle espère qu'en partageant son expérience, d'autres personnes seront attentives aux signaux d'alerte et prendront toujours leur sécurité au sérieux. Tout s'est passé à Tempe, en Arizona, près de Mill Avenue, là où se concentrent tous les bars. Ce soir-là, Lucas faisait la tournée des bars avec des amis. L'ambiance était bonne, tout le monde s'amusait, et il avait un peu trop bu. Lucas avait cette mauvaise habitude. Quand il buvait, il avait tendance à s'éclipser, à se perdre. Et ce soir-là, il s'était mis dans une situation complètement absurde. Après avoir erré dans les rues pendant presque 1 heure, il a commencé à réaliser qu'il était complètement perdu. Son téléphone n'avait plus de batterie et il n'avait aucun moyen de retrouver ses amis. Il s'est alors dit qu'il allait simplement marcher jusqu'à la maison d'un de ses potes, dont il savait qu'il se trouvait quelque part au nord de la zone où il faisait la fête. Mais Lucas avait aucun sens de l'orientation. Il n'avait pas conscience qu'il se trouvait en réalité à plus de 10 km de sa destination. Alors qu'il avançait d'un pas peu assuré dans les rues désertes à 2h du matin, une berline s'est arrêtée brusquement devant lui, coupant presque son chemin. Surpris, Lucas a levé les yeux vers le conducteur et a vu un homme grand et imposant, un homme à l'air dur, qui le fixait intensément. Dans ce genre de situation, la plupart des gens réagiraient soit en ayant peur, soit en devenant agressifs. Mais Lucas, un peu inconscient et surtout bien éméché, a fait tout autre chose. Il a levé la main en disant « Salut mec, ça va ?» Il souriait même. L'homme a eu une expression étrange, un mélange de perplexité et de confusion, comme si Lucas venait de lui poser une question absurde. Après un moment de silence, l'homme lui a demandé « Tu vas où ?» Lucas lui a répondu honnêtement qu'il essayait de rejoindre la maison de son pote, mais qu'il avait aucune idée d'où il était. Après un autre moment de réflexion, l'homme lui a dit « Monte ». Sans trop réfléchir, Lucas est monté côté passager. Une décision irréfléchie certes, mais qui, dans son état, lui semblait tout à fait logique. Une fois dans la voiture, il a pu observer son chauffeur de plus près. L'homme était couvert de tatouages, portait une tenue typique de la rue, et son bras était bandé. Lucas a également remarqué une arme à feu coincée dans la ceinture de l'homme. Pourtant, rien de tout ça l'a dérangé sur le moment. L'homme lui a demandé où se trouvait la maison de son ami, et Lucas a donné des indications, même si elles étaient vagues. Toujours bavard quand il avait bu, Lucas a commencé à discuter avec lui. Au fil de la conversation, l'homme s'est confié. Il sortait tout juste de l'hôpital après avoir été blessé par balle au bras. Sa copine venait de le quitter parce qu'elle acceptait pas son mode de vie. Il faisait partie d'un gang et se retrouvait régulièrement dans des histoires dangereuses. Lucas l'écoutait attentivement, compatissant, et a répondu quelque chose comme « Ah, c'est vraiment pas de chance ».
L'homme lui a aussi avoué qu'il était en colère ce soir-là. Il avait pris la voiture pour chercher quelqu'un à voler et est tombé sur Lucas. Il lui a même dit qu'il avait déjà purgé une peine de prison pour vol. À cet instant, Lucas il a quand même compris dans quelle situation il s'était mis. Mais au lieu de paniquer, il a continué à discuter calmement avec l'homme, lui témoignant une certaine empathie. Quelques minutes plus tard, ils sont arrivés devant la maison de l'ami de Lucas. C'est là qu'il aurait dû descendre, remercier l'homme et mettre fin à cette aventure étrange. Mais Lucas, toujours aussi insensé, a voulu lui rendre l'appareil pour l'avoir conduit jusque-là. Il lui a proposé de rentrer et de fumer un joint avec ses amis. Étonnamment, l'homme a accepté. À l'intérieur, les amis de Lucas déjà rentrés depuis un moment étaient stupéfaits. Lucas était là, accompagné d'un inconnu qui de toute évidence n'inspirait pas confiance. L'homme, pour ajouter à l'ambiance tendue, a sorti son arme de sa ceinture et l'a posée sur un coffre-fort visible dans la chambre. C'était une scène surréaliste, mais contre toute attente, il a rien fait de plus. Peut-être que ce geste était une façon de montrer qu'il comptait pas s'en servir. Les amis de Lucas, surpris mais sereins, ont gardé leur calme. Ils ont partagé un moment avec cet homme qui, finalement, s'est révélé plutôt sympathique. Ils ont fumé, discuté, et l'homme s'est bien entendu avec certains d'entre eux qui partageaient son intérêt pour la musique. Après un moment, il a récupéré son arme et est parti, sans qu'il arrive quoi que ce soit. Avec le recul, Lucas sait que cette nuit aurait pu très mal tourner. Cet homme avait eu toutes les raisons et les moyens de lui voler ses affaires, ou pire. Mais peut-être que cette rencontre, ces échanges et un peu de gentillesse ont suffi à désamorcer ce qui aurait pu être une soirée dramatique. Voilà pour ces histoires d'horreur qui, j'espère, vous auront captivé. Si c'est le cas, pensez bien à laisser un pouce bleu, vous abonner et laisser un petit commentaire, ça me fera vraiment plaisir. À bientôt pour de nouvelles vidéos, enfin, si vous l'osez.